Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Éducatoire. Au menu de votre tranche vespérale, nous allons évoquer ce recrutement, le concours de recrutement des enseignants. Nous retournons aux bonnes bases. Est-ce que cette réforme sera respectée à la lettre jusqu'à l'inclusion de ces nouvelles unités à ce recrutement des enseignants en République démocratique du Congo? Vous le savez, le ministère de l'Éducation nationale a lancé depuis le vendredi le concours de recrutement des enseignants et des promotions des directeurs, qui seront alors les chefs des établissements publics de l'école primaire. Nous allons voir avec Amigo Sakasaka les biens fondés de cette réforme et pourquoi cette réforme doit être soutenue et suivie à la loupe. Et du soir, ce serait aussi cette menace qui continue de guetter Kinshasa. Est-ce que Kinshasa est à l'abri des inondations? Est-ce que la politique mise en place d'urgence devra laisser la place à une politique à un long terme? C'est ce que nous allons avoir avec notre invité Steve Kambanga qui est communicant. Il va nous faire part aussi de la politique gouvernementale dans l'aménagement du territoire, l'urbanisme et habitat. Nous allons comprendre comment différencier toutes ces attributions du ministère. C'est avec lui. Et du soir, c'est aussi avec vous en train de nous suivre sur vos différents écrans. Là, je parle de vos tablettes, je parle de vos téléphones, je parle de vos postes de télévision. Nous sommes Éduc Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. On prend la virgule. On se retrouve juste après pour la suite d'Éduc Soir. Un pas de plus avec vous. Un pas pour vous servir mieux qu'avant. Cette structure a pour objectif de soutenir les femmes et d'encadrer la jeunesse congolaise dans son ensemble. Éduc TV est sur Canal+. Tous nos programmes désormais en mieux, en clair et en direct sur le canal 356, 24 heures sur 24. Toutes nos équipes sont mobilisées. Éduc TV, une image, 1000 leçons. Bienvenue dans Éduc Soir. Si vous nous rejoignez, nous continuons pour recevoir pour nous et pour vous Steve Kambanga qui est communicant. Bonsoir. Bonsoir Diwar Mwamba. Vous allez bien? Je fais grâce, merci. Comment vous avez vécu les 3 jours compliqués? Ce n'est même plus les 3 jours parce que c'est devenu les 2 semaines, parce qu'il y a eu encore l'annonce des pluies diluviennes qui ont encore causé beaucoup de morts. Et aujourd'hui, le bilan officiel qui est ramené à 43 morts. Comment vous vivez ces moments des inondations à Kinshasa? C'est trop triste parce que nous qui aimons vraiment le pays, nous qui sommes humanistes en fait, ça nous dérange de voir des morts qui ne sont pas naturels parce que ce que les gens doivent savoir aussi, que nous devons accepter que c'est une catastrophe naturelle. Donc c'est quelque chose d'imprévu qui est arrivé d'emblée. Les gens doivent comprendre que partout ailleurs, des situations de ce genre arrivent. Néanmoins, nous, déjà le premier sentiment, c'est un sentiment de tristesse parce que je vis mes semblables mourir comme ça, brusquement, imprévisiblement. Les gens ne comprennent pas. Les gens étaient dans leur toit, les gens marchaient, les gens étaient à l'aise dans ce qu'ils faisaient. Mais aujourd'hui, la mort les a brisqués. Ils ont quitté la terre des hommes de manière un peu compliquée. En tout cas, bien que ce soit catastrophe naturelle, mais c'est une situation où les gens maintenant doivent réfléchir. Nous devons réfléchir pour éviter ce genre de choses. C'est ces discours des catastrophes naturelles qui ne passent pas chez les Kinois, sérieusement. La plupart des Kinois rencontrés se disent que ce n'est pas une première. Ça semble être les quotidiens de la répétition de chaque mois d'avril pour certaines années antérieures. La ville a fait face à ce que nous appelons inondation, à ce que nous appelons débordement de l'eau dans l'air lit. Est-ce qu'on doit toujours parler des catastrophes naturelles alors qu'on sait déjà des causes? Peut-être on a des solutions mais qui ne sont pas appliquées.
Malheureusement, oui, c'est une catastrophe naturelle. Vous tenez à ce discours. Les Kinois doivent savoir. Vous savez, j'ai été une fois, en 2019, j'ai été à Inga. Une visite guidée, faire un peu des investigations, comment fonctionnent ces barrages, tout ça. J'ai compris une chose, il y a 10 au niveau du fleuve et il y a l'orientation des eaux. Et lorsque l'eau dévie son identité naturelle, il y a toujours déviation. Même ici, à la rivière Njili, l'eau a dévié son parcours normal parce qu'il y a eu débordement. Les gens doivent savoir. Pourquoi je dis que c'est une catastrophe? C'est imprévu. Aujourd'hui, même si nous acquisons les dirigeants de la province, mais dites-moi, dans le budget, vous savez que le budget est voté pour une année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Est-ce que dans le budget, on a prévu qu'il y aura des débordements des eaux? C'est là où ça ne passe pas. Rivière. Si en 2018, il y a eu une inondation à Kinshasa, la rivière Makelele n'est pas épargnée. Là, nous connaissons tous les rivières à problème à Kinshasa. Oui. C'est la rivière Makelele, c'est Kalamu, c'est la rivière Njili, c'est le fleuve Congo. Okay. Mais pourquoi, à chaque fois, nous allons toujours bondir pour rappeler que c'est une catastrophe naturelle? Vous pouvez nous excuser et ce n'est pas nous. Nous ne pouvons rien. Est-ce que ça pouvait passer? Je suis dans la population et je suis parmi les gens qui pensent que nous, également, population, nous sommes à la base des malheurs qui nous arrivent. Voilà. Vous savez, je fais des émissions pour dénoncer des constructions anarchiques en République démocratique du Congo. Les gens vont venir dire, non, ce sont les conservateurs qui nous donnent des titres immobiliers. Cher monsieur, c'est l'État et la même responsabilité quand ça contourne. A des principes. Il y a un principe dit que celui qui construit chez autrui construit pour autrui. Lorsque vous construisez là où c'est prévu pour qu'il y ait les lits de la rivière, vous construisez pour des eaux. Donc l'eau peut venir vous visiter et récupérer sa terre, son lit. J'avance. Il y a le baie d'Engalema ici. Aujourd'hui, on n'en parle pas parce que c'est la rivière Njili. Mais un jour, si le fleuve aussi déborde ici, au baie d'Engalema, on va compter combien de morts? Comment les gens ne comprennent pas? Ici, je félicite la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Excellence Akassia Bandoubola, qui, le 20 février, par voie d'arrêté, avait interdit des morcellements anarchiques. Mais malheureusement, les syndicalistes des affaires foncières... En quoi ça va réduire? En quoi ça va empêcher des inondations et comment ça peut réduire ces débordements des eaux? Pourquoi il avait raison? Pourquoi? Vous et moi connaissons la rivière Njili. Quand on grandissait, même pas à l'époque des Zaïre, même à la transition ici, il y avait un village Silo. Les gens venaient manger là-bas. Là où il y a aujourd'hui l'assemblée Shekina. D'ailleurs, là, c'est les lits de la rivière. Vous savez pourquoi on dit les lits de la rivière? Il y a un espace qu'on laisse, parce que même s'il y a débordement, ça ne peut pas arriver aux habitations. Mais aujourd'hui, les gens, parce qu'ils veulent s'accrocher au centre-ville, les gens ne voient pas les risques d'être à côté de la rivière, ni du fleuve. Les gens préfèrent vivre dans leurs risques. Et lorsqu'il y a quelque chose d'imprévu comme cette catastrophe naturelle, ce sont nos semblables, nos frères et sœurs qui meurent. Qui accordent les titres? Qui accorde les titres? Non, mais moi, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Sur base de quel plan? Déjà, il y a un problème avec l'aménagement du territoire. Lesquels? Qui a les plans de l'aménagement aujourd'hui? Qui est censé les donner? N'est-ce pas notre ministre Guy Luando, que je cite? Vous savez que le plan de l'aménagement du territoire que nous, la RDC, nous utilisons, c'est le plan laissé par les Belges. Ils vous diront que le Parlement n'a toujours pas fini avec cette proposition de loi pour être envoyée à la présidence pour promulgation. Et voici, vous pouvez utiliser la même loi, le même plan d'aménagement, mais qui garantit quand même les espaces à ne pas laisser construire n'importe comment. Des parcs de jeux n'existent plus, presque plus. Dans les nouveaux quartiers, on n'en tient même pas compte. Ce sont des bidonvilles dans l'extension de Kinshasa et aussi des lits de rivières et même de fleuves Congo octroyés
octroyés par une autorité publique. Est-ce que ça devait être le cas? Une chose est vraie, maintenant il y a un principe qui malheureusement est d'application, c'est la survivance des actes. Ils ont agi comme fonctionnaires de l'État. Les décisions, que ce soit bonnes ou mauvaises, mais ces décisions, comme ont été prises par des fonctionnaires de l'État, ces décisions restent. C'est pourquoi c'est lui qui peut abroger et c'est lui qui a la qualité. C'est la raison pour laquelle on ne condamne pas les anciens ministres des Affaires foncières ayant octroyé des titres et ayant accepté. Parce que Shekina va bondir les documents en bonne et due forme signés par un ministère, les conservateurs des titres et autres. Comme la loi ne rétroagit pas, ça reste maintenant au pouvoir public de prendre décision. Mais pour ce qui concerne les affaires foncières, parce que comme ça touche au sol, j'essaie d'éclaircir la lanterne. Comme ça touche au sol, les affaires foncières interviennent. Or, le morcellement anarchique est à la base des constructions anarchiques. Vous aviez une concession. Bon, en droit, on parle des concessions, mais en sociologie, on parle des parcelles. En géométrie, quelque chose du genre. Vous avez une parcelle de 3 arts, 20 sur 25, mais vous morcelez cette même parcelle. Or, selon l'esprit de la loi de la géométrie, c'est-à-dire, lorsque vous avez une concession, une telle parcelle, vous devrez construire à 40%. 60% doit rester. Pourquoi? Vous devrez avoir un arbre, vous devrez avoir un aire de jeu pour les enfants, vous devrez avoir une paillote, vous devrez avoir un parking qui, malheureusement, de nos jours, allons vérifier à la ville, la province de Kinshasa. Vous et moi avons joué au jeu des billes. Aujourd'hui, parcourez la ville. Est-ce que vous voyez encore des jeunes gens jouer aux billes dans leurs parcelles? Parce qu'il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus d'espace. Même nos avenues sont devenues des garages. Moi, je suis Kassavar. Je suis de Kassavoubou. Où il y a plus de véhicules sur des avenues et des trottoirs. Donc, vous êtes véhiculé, mais pour quitter ne fût-ce que votre propre maison, votre parcelle, pour sortir à la grande avenue, vous devez vous chamoyer avec des mécaniciens. Aujourd'hui, l'éclairage des caniveaux pose problème. C'est pourquoi j'ai dit, ministre Crispin Mbadou, de l'urbanisme, en tout cas, cher ministre, veillez encore voir ses côtés. Parce que la ministre des Affaires foncières, elle gère les sols. Mais vous semblez dédouaner carrément la responsabilité publique. Je ne sais pas pourquoi. Non, votre discours ne raconte pas les Kinois lambda. Je ne comprends pas. Encore vous tirez toutes ces précisions. Déjà, il y a un arrêté qui interdit les morcellements anarchiques. La nature a donné maintenant raison à cet arrêté. Parce que je vais dans la commune de Matete, au quartier des Bonhommes. Cher Dewar, ceux qui ont vécu dans ces quartiers connaissent que là où il y a des constructions ne devraient pas être construites. Par malheur, les agents de l'État, les cadres de la fonction publique ont donné les titres à ces gens-là. Comme la loi ne rétroagit pas. Donc, comme ils ont des titres, on ne peut pas récupérer, on ne peut pas démolir, on ne peut pas déguerpir. C'est ça. On peut les faire. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Pour construire des villes. Il y a un ministre, Didier Tengi, chargé des villes, non? L'État, les sols congolais, conformément à l'article 53 de la loi dite foncière, l'article stipule que les sols est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État. Donc si l'État toutes ces constructions anarchiques, si l'État, pour sauver les populations, trouve qu'on doit déguerpir les gens, on doit peut-être les rembourser, mais il faut construire des nouvelles villes avec un respect urbanistique mérité. Et pourquoi toutes ces conditions alors qu'ils sont dans l'infraction? Nul n'est censé ignorer la loi aussi dans ces sens. C'est pourquoi j'ai dit ceci. La ministre des Affaires foncières ne peut pas les déguerpir parce que ces gens-là ont des titres. Sur ces, elle ne peut pas. Mais ceux qui viennent après ne peuvent pas construire anarchiquement parce que l'arrêté coule depuis le 20 février. Comme il y a un principe de la non-rétroactivité de la loi, ceux qui évoluent dans les désordres bénéficient de ces désordres en entendant que les pouvoirs judiciaires statuent sur cette affaire. Il
Vous comprenez? Donc, nous devons savoir qu'il y a des circonstances, surtout quand il y a des catastrophes naturelles, ce n'est pas seulement un ministère. Parce que il y a là, maintenant, il y a des décisions interministérielles. Vous comprenez? Donc, mais qui doit initier? C'est ça aussi. Vous n'arrivez toujours pas à satisfaire ma curiosité. Le ministre de l'urbanisme et habitat doit prendre un arrêté pour chercher à urbaniser le milieu aquatique. Vous savez, ici à Kinshasa, j'ai salué mon professeur qui m'a donné grand service public de l'État en première licence, bon, nous qui avons fait 5 ans. Et il me disait, vous savez, les limités résidentiels, déjà c'est un endroit marécagé. Selon les Belges, cet endroit ne pouvait jamais construire des immeubles à étage. Mais vous et moi allons à limité résidentiel. N'est-ce pas qu'il y a des 8 niveaux, il y a des 10 niveaux, il y a des 14 niveaux. Alors que lorsqu'il y a un endroit marécagé, vous devez construire des villas. Vous comprenez? Parce que plus vous enfoncez les sols, plus les sols s'affaiblissent. Mais là, il y a tout un plan pour limiter. Oui. Il y a un plan urbanistique qui existe et qui malheureusement, ce plan n'est pas respecté. Maintenant, c'est la population qui doit veiller à ce que la loi soit exécutée, ou il y a tout un mécanisme d'inspection. La responsabilité est partagée. Dans quel sens? Je commence par la population. Parce que la loi est incoercible. Parce que nous, on est censé ignorer la loi. Sachant qu'ici, on ne peut pas construire même 2 niveaux, construisez au moins une villa. Construisez une maison basse pour que je sois dans les langages sociologiques. Mais puisque vous aussi, vous construisez, je vous amène sur avenue Jean-Baptiste Ntawa, 14e rue. Il y a des immeubles à étage. Est-ce que là, c'est l'État qui a construit? Non. L'autorisation de bâtir. L'autorisation de bâtir. Maintenant, une partie de la responsabilité maintenant revient à l'État. J'étais en train de dire, s'il vous plaît, j'étais en train de dire que la responsabilité est partagée. La population est censée ignorer la loi. Cette population a construit de manière anarchique. Mais qui a donné alors le permis de construction? Vous voyez ici, si il y a des éléments qu'il faut répondre, des critères. Vous construisez à hauteur. Voilà. Est-ce que vous construisez tel type? Il y a des experts qui ont fait ce travail. Est-ce qu'ici on peut construire et ramener votre selon ce plan de l'architecte? Mais aujourd'hui, le ministre de l'aménagement du territoire, je ne suis pas contre lui, mais il doit savoir, est-ce qu'il y a un plan pour cette ville? Donc, dans ces cas, nous avons le plan colonial. Oui. C'est ce que nous avons actuellement. Qui n'est pas même aussi respecté. Qui n'est pas respecté, qui n'est pas adapté à des réalités actuelles. Nous allons maintenant nous poser dans le sens des solutions. La thématique, est-ce que Kinshasa est-elle à l'abri actuellement? Nous sommes toujours en plein mois d'avril, où nous savons tous que c'est une mois pluvieuse. La prévision météorologique nous a parlé de 11 pluies. Nous en avons 4 reste, oui. Et puis il y a 3 pluies diluviennes. Alors, donc, allons-y dans le sens des propositions. La situation passée risque de revenir. Nous ne sommes pas encore épargnés. Ouais. Allons-y dans le sens des propositions pour ne pas dédouaner totalement la responsabilité publique. Voilà. Et qu'est-ce que vous proposez à la population premièrement? On part dans le sens de nous voilà. Population. Ouais. En quoi nous avons failli? Déjà, ici, l'État congolais. L'État congolais est en train de me suivre. Les animateurs des institutions. Le ministre des tutelles. Moi, je demande de détruire... C'est l'interministériel, hein? Ce ne serait pas seulement... Non, je commence par le ministre de la tutelle. Je commence par lui, parce que c'est lui qui... Aménagement du territoire ou urbanisme et habitat. Cher monsieur, détruisez toutes les constructions tout au long des eaux. Prenons la rivière Njili. Prenons la rivière Kalam, la rivière Gombe, même la rivière Nsele. Vous savez que les gens construisent là où il y a les lits de la rivière. Même si vous avez pitié de ces gens-là. Non, il a construit difficilement, notre père était pensionné, il nous a offert cette parcelle, où allons-nous? Non, cher monsieur. Vous préférez mourir ou vivre? Parce que le fait que vous soyez là, s'il y a une telle catastrophe, vous mourrez. On commence par là.
La rigueur de la loi n'échappe à personne. Pour Alex, c'est de l'ex. Cher Dewar, on commence par sanctionner des constructions qui ne respectent pas des normes urbanistiques. C'est là où il y a le piège. Je propose... Ces gens-là, nous sommes dans un état des droits, Steve Kamara. Oui. Ces gens-là ont obtenu ces titres en bonne et due forme. C'est là où il y a le piège. Je reviens pour dire que l'article 53 de la loi dite foncière dit que les sols est la propriété exclusive de l'État. Ils ont des titres. Ces propriétaires ne l'ont pas acheté chez un individu. Les propriétaires des sols congolais, c'est l'État congolais. Ok, les titres octroyés par le même l'État qui devait protéger sa propre loi. Mais écoutez, vous demandez la proposition, non? Voilà. C'est l'État qui est le propriétaire du sol congolais. Dans votre logique, l'État doit évacuer toutes ces constructions. Pour le bien-être des populations civiles. Et en contrepartie, l'État n'a pas tort. Il va rémunérer ces gens-là, il va leur donner les endroits mieux placés. Vous savez, les victimes de la rivière Makelele, dans les années 90, on leur avait donné une cité en Passa 1. Si vous descendez à l'arrêt Terre Jaune, je crois, il y a une avenue qu'on appelle l'avenue Makelele. Cette avenue Makelele, c'est pour des victimes des inondations de la rivière Makelele au début des années 90. Les mêmes constructions auraient pris surface. Malheureusement, de Makelele. C'est pourquoi j'ai dit que l'État congolais doit revenir à la rigueur des principes. On ne négocie pas avec la loi. Moi, je propose qu'on déplace tous ceux qui ont construit au lit des rivières. De toutes ces rivières citées, Gombe. Imaginez-vous ici à Gombe, nous sommes au niveau... On a construit sur la rivière. S'il vous plaît, Secrétariat général des affaires foncières, vous avancez pour aller vers la salle Kofi, pour sortir vers Sosimat, rond-point. C'est sur la rivière Gombe. Là-bas, il y a un monsieur qui a érigé un pont sur la rivière. Pour construire en Parce hauteur. que lui, il construit. Non, nous ne sommes pas à la République des hommes forts. Il convient que la loi avertisse avant de frapper. Mais la loi a déjà averti que c'est lui qui... Déjà, imaginez-vous, un jour, moi, je vis quelqu'un construire une station-service à l'emprise de l'État sur avenue qui amène vers... Non, on l'avait déguerpi. Mais imaginez-vous que quelqu'un arrive à construire sur l'emprise publique. Mais s'il tente, s'il tente qu'il n'y a pas de réaction, il tente encore, il n'y a pas de réaction. S'il y a un camion, une citerne qui dévie la route, combien de gens vont mourir à cette place? Deuxième proposition. Je suis au niveau de la route Matadi. Non, on était sur notre phase de proposition. Oui, là, vous revenez encore sur vos observations. Je suis à la route de Matadi, vers Arikananga, avenue Kananga. On construit une église sur l'emprise publique de l'État. Une église. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai dit, vous connaissez avenue Kananga. Vous voyez cette emprise-là qui vous amène vers Eupen. Comment on peut construire sur une avenue? J'étais avec le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki. J'étais avec la Mineta. Et vous avez laissé construire? Non! On leur a dit, le lundi, on vient de guerpir ici. En tout cas, faites sortir vos histoires. Comment les gens peuvent construire sur l'emprise publique? Mais il y a une jurisprudence, il y a une station-service et eux aussi, ils ont suivi les garages et autres, ils ont construit. Toutes ces constructions anarchiques doivent être détruites. Ok, la responsabilité. Je continue à la proposition. La proposition est vos conseils à la population. J'ai proposé déjà les déguerpissements. On doit vraiment détruire toutes les constructions. Les longues baies du fleuve Congo, voilà. Tout consort. On doit annuler tous les titres que les gens là ont. L'État doit chercher maintenant à les récompenser. Papa, Maluku est vaste. Là-bas, les gens ne peuvent pas construire. Pourtant, pour venir imprimer son passeport, c'est ici à Gombe. C'est pourquoi la décentralisation. Nous sommes dans on risque d'aller dans un autre sujet. Je ne sors pas du Restons sur vos propositions pour la population. Je dis ceci. Nous sommes dans un État... Sa forme de l'État, c'est le régionalisme constitutionnel. Un État unitaire décentralisé. Mais pourquoi tout le monde veut vivre ici au centre-ville? Ça, c'est une autre deuxième proposition. Thématique, en tout cas. Voilà, deuxième proposition. Comme tout le monde veut être à côté de la Gombe,
ces ministères de l'éducation, si ces ministères logent à la commune de Lancélé, et que les fonctionnaires qui quittaient Tchangou pour venir travailler ici, il y aura des gens qui vont fuir Tchangou pour venir louer à Lingwala. Quelqu'un qui quitte sa parcelle qui est bien construite, mais il préfère louer à Lingwala au quartier PLC qui est marécagé, où il y a des inondations perpétuelles. Non, je ne suis pas contre les habitants. C'est d'ailleurs les soucis de la population. Ce sont des victimes aussi peut-être oui. d'une mauvaise urbanisation. Voilà. Et que dans les années qu'ils habitaient là, il n'y avait pas d'inondation. Parce qu'ils ont construit sans les respect des normes. Dans ces cas-là, et aujourd'hui, ils peuvent se sentir lésés et ne restons pas dans cette logique. Non, je ne suis pas dans cette logique. Revenons sur vos propositions. Mais je propose, non, je ne suis pas dans cette logique. Moi, je ne peux pas humilier ou insulter les gens. Je dis ceci, vous êtes victime. Acceptez que l'État vous oriente. Ne voyez pas seulement Lingwala parce que vous êtes proche du centre-ville. Vous pouvez aller à Matadi-Kibala. Donc la deuxième proposition est que l'État doit aussi décentraliser, doit partager des institutions. Donc les bâtiments institutionnels ne peuvent pas seulement se retrouver ici, à la Gombe, à Lingwala, à Kinshasa, non. Okay. Parce que celui qui quitte Njili, celui qui quitte Limete pour venir travailler à la Gombe, s'il travaille à Kinkole, peut-être qu'il y aura moins de risques. Très bien. Les propositions à la population, quelle est la part de la population de Kinshasa, la population congolaise aussi, à l'occasion de ces inondations? La population congolaise doit rester stricte pour ses droits. Elle ne peut pas se laisser influencer. Même si on vous donne une parcelle à coût réduit, voyez la sécurité de votre vie et de votre famille. Aujourd'hui, la nature a donné raison à ceux qui pensaient que nous devons mieux construire au respect des normes urbanistiques. Moi, ce que je demande à la population congolaise, vous avez le droit de construire, mais construisez au respect des normes. La population, n'acceptez pas qu'aujourd'hui, des fanfarons, ceux qui veulent se faire passer pour des gens qui vous aiment, venir vous saper encore, vous êtes victime, mais ces gens-là viennent prendre des photos pour vous montrer que nous sommes avec vous, vous nous avez élus. Non. Si nos députés travaillaient bien, ce sont eux qui devraient déjà légiférer des lois pour protéger cette population. Très bien. N'acceptez pas des humiliations de plus que les députés viennent vous offrir. Attention, dernière question. Vous venez prendre des photos alors que les gens là sont en train de se noyer. Dernière question. Mais s'ils ne venaient pas aussi, vous allez dire qu'ils ne sont pas assistés. Non. C'est ça aussi. Un élu de Tchangou peut venir et puis trouver qu'il n'y avait pas de route. Il n'y avait pas que les élus de Tchangou. Moamba aussi est touché. Il a évolué. Alors, dernière question. Kinshasa aujourd'hui, qui fait face à ces inondations, une politique d'urgence est mise en place. Ouais. Est-ce que ces mesures d'urgence, parce qu'il faut dire qu'il y a eu au moins 3 sites des sinistrés qui essaient un peu de maîtriser la situation, est-ce que cette politique d'urgence concernant tous les secteurs qui sont liés devrait s'arrêter là? Nous avons vu une coordination du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Est-ce que ça devait s'arrêter juste à la gestion de la catastrophe et tout ce qu'il y a eu comme dégâts collatéraux? Et puis on s'arrête là. Non, ça ne s'arrête pas là. Ça devait faire quoi? Il y a une continuité. Après avoir hébergé les sinistrés, il y a une politique qui est mise en place pour voir comment les remettre dans leurs droits. Cher monsieur, c'est une catastrophe naturelle, mais l'État veille sur la population. Moi, je sais ce que je suis en train de vous dire. D'ailleurs, je salue le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Jacquemin Chabani. Comme c'est lui qui pilote cette politique d'urgence, moi je vous l'ai dit, qu'on va indemniser les victimes. Ça, prenez ça pour dire. Vous avez perdu votre construction, on va vous donner une concession. Vide. Non, construit. Moi je dis, l'État aussi, l'État poursuit l'intérêt général. Est-ce que vous connaissez? L'État ne poursuit pas les lucres. Si l'État est en mesure d'offrir des immeubles, il les fera. Mais dans les cas contraires, on les place de perdre tout, mais l'État peut vous rembourser 60% de votre perte.
Très bien. Steve Kamara, nous sommes arrivés à la fin de votre intervention. Avec le sport, de vous retrouver très prochainement. Merci. Nous pensons avoir tout évoqué, avoir tout dit avec vous sur cet malheur qui a frappé Kinshasa et Congo central. On en parle un peu, mais Congo central est aussi. Et puis même frappé. à Kinshasa, il y a aussi la commune de Mongafula qui est aussi touchée. Oui. La commune de Mongafula, la route nationale numéro 1. Oui, la province du Congo central est vraiment touchée. Eh bien, nous devons savoir, d'abord, c'est une catastrophe naturelle. Personne ne l'a voulu. C'est arrivé, mais l'État ne peut pas croiser les bras pour dire que... Mais au moins, pour une fois, je ne vois pas pourquoi les gens s'acharnent contre le gouverneur de la ville. Parce que ce n'était pas budgétisé. Il doit maintenant chercher une politique d'urgence. Pourtant, gérer aussi, c'est prévoir. Gérer, c'est prévoir, oui. Et il y a dans des rubriques... Moi, j'ai pris le cours des finances publiques. Oui. Il y a des rubriques là. Lorsqu'on émarge un budget, le budget, je disais tantôt, c'est pour une année civile. Il y a des marges. Même dans ces budgets-là, il y a aussi des imprévus qui doivent être prévus pour imprévus. Mais vous savez... C'est notre sujet, Steve. On risquerait de s'éterniser sur ces sujets. Merci. Sans se baser des catastrophes naturelles. Les Kinois se sont sentis très, un peu abandonnés par son autorité. Non, pas du tout. Des fois. Il était là, mais néanmoins, l'apport est minime par rapport à ceux qui entendent les Kinois. Merci. Les Kinois ne s'est pas senti abandonné, mais les Kinois ont besoin de quelqu'un ou d'un État qui vient à son secours. C'est ce qu'on est en train de faire. Merci Steve. Avec l'espoir de vous retrouver prochainement, je vous avais déjà remercié. C'est à moi de vous remercier. Merci. Nous allons continuer du soir avec notre intervenant. Il s'agira d'Amigo Sakasaka qui va nous donner encore l'historique de recrutement des enseignants en République démocratique du Congo. Il faut le dire, nous avons connu des moments où le recrutement s'est basé sur un concours. Et après un moment, il y avait eu arrêt. Nous ne savons pas pourquoi. Amigo Sakasaka va nous faire part de toute cette évolution pour qu'aujourd'hui, nous revenons aux bonnes habitudes. Et c'était quand? C'était le vendredi 12 avril 2025. Que le deuxième concours de recrutement basé sur le mérite a été lancé par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malo-Dilanga. Mesdames, Messieurs, ne nous quittez pas. La suite, c'est après cette petite pause. De plus, avec vous, un pas pour vous servir mieux qu'avant. Cette structure a pour objectif de soutenir les femmes et d'encadrer la jeunesse congolaise dans son ensemble. Éduc TV est sur Canal+. Tous nos programmes désormais en mieux, en clair et en direct sur le canal 356, 24 heures sur 24. Toutes nos équipes sont mobilisées. Éduc TV. Une image, 1000 leçons. Déjà avec nous sur ces plateaux, Amigo Sakasaka, bienvenue et bonsoir. Bonsoir Dewa. Vous allez bien? Oui, ça va. Comment vous avez reçu la nouvelle de concours effectif pour recruter les enseignants à l'école primaire, mais aussi ces concours pour sélectionner le futur directeur des établissements scolaires? En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que ça donne de la confiance, ça montre aussi de la qualité qu'on veut avoir dans cet enseignement, ça montre du sérieux qu'on met maintenant dans les secteurs éducatifs congolais. Il y avait cette rivalité générationnelle, le plus vieux et le plus jeune, ils vous diront, nous étions que les D4, c'est ça? Oui. Nous étions que les D4, mais à mon cursus de mon premier 4, les premières 4 ans de son cycle, il était déjà en mesure d'écrire correctement sa langue maternelle et le français. Quand il sera en deuxième, quand il sera finaliste de son deuxième cycle, de 4,
il peut travailler au sein de l'administration, il peut partir n'importe où, il sera capable de ressortir son talent. Est-ce que nous pouvons dire que cette comparaison ou rivalité entre ces deux générations peut prendre fin à partir de la qualité que vous venez de dire avec les enseignants? Bon, normalement, il ne devrait même pas y avoir cette rivalité ou cette comparaison. Parce qu'ils disent que nous, actuellement, vous pouvez avoir tel niveau, mais les savoirs n'accompagnent pas votre niveau. Oui, vous pouvez trouver des lacunes, mais vous êtes dans tel secteur. Parce qu'on devrait, la qualité, les niveaux devraient toujours être meilleurs. On ne peut pas aujourd'hui se référer vers les années 50 pour dire qu'ils sont plus meilleurs que nous. Non, c'est nous qui devons être meilleurs qu'eux. Parce qu'on devrait s'améliorer au fil des années. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vers les années 50, c'était juste, on formait pour que les enseignants formés puissent enseigner la masse. Parce qu'on n'avait pas suffisamment de cadres. Donc la formation des années 50 diffère un peu de celle d'aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, on n'avait pas pris au sérieux ces secteurs éducatifs. Ça, vraiment, on est désolé de le dire parce que nous le constatons avec la qualité qu'on a aujourd'hui. C'est pourquoi il y a un programme, toute une réforme chargée de l'évaluation de la qualité de l'instruction en RDC. Tout à fait, vraiment. Donc c'est palliatif. Il était temps qu'on puisse en arriver là, parce que là, on jette des fleurs sur la ministre Malou, parce que elle vient vraiment redonner quelque chose qu'on avait quasiment perdu, parce que aujourd'hui, la qualité de l'éducation, la qualité d'enseignement, quand on sent les jeunes qui finissent, qui sont formés, on trouve que ça, c'est pas vraiment ce qu'on devrait avoir au stade actuel. Mais maintenant, avec ces différentes réformes, je crois que la qualité va revenir. Parce que prenez les enseignants aujourd'hui. Ça fait des années qu'on recrute des enseignants comme ça. Des gens qui n'ont même pas fait la pédagogie, qui écrivent mal, qui parlent mal. Pour venir enseigner nos enfants. Pour venir enseigner nos enfants. Et c'est très dangereux. Et vous n'imaginez pas les dégâts que ces gens, peut-être de bonne foi, parce qu'aujourd'hui, l'enseignement, c'était, bon, je n'ai pas d'emploi, je veux me faire engager à l'EPC. Non, au ministère de l'Éducation. Non, ce n'est pas ça l'enseignement, c'est quelque chose de très particulier. On ne prend pas n'importe qui et n'importe comment, parce qu'il s'agit là de l'éducation des futurs cadres de ces pays. Et aujourd'hui, on peut dire ce qu'on a produit pratiquement pendant 3 décennies, 2 ou 3 décennies. Non, ça ne reflète pas la qualité. Aujourd'hui, les gens préfèrent envoyer les enfants en Europe, là où il y a une bonne qualité d'enseignement, d'éducation, pour revenir ici occuper des postes de commandement. Alors que ce que nous-mêmes nous produisons aussi ne s'adapte pas ou ne sont pas compétitifs, voilà, au marché qui se présente ici. Donc, d'où cette mesure est vraiment salutaire. On salue et puis on appuie, donc que la ministre commence comme ça, parce qu'elle a dit elle ne fera pas des erreurs du passé. Est-ce que là, on est en train c'est là aussi, dans ce genre de recrutement, Amigo Sakasaka, il y a des cas de fraude qu'il faut aussi dire. Quand il y a un appel à candidature, certaines, peut-être par mauvaise foi, voudraient peut-être laisser passer un ami, un proche, donc restaurer la fraude et le clientélisme. Oui, ça ne manque pas. Ça, comment élaguer tout ça? Bon, on va pas parler de l'Afrique dans son entièreté, mais on prend en RDC, ça ne manque pas. Il y a toujours, les gens cherchent toujours à contourner les systèmes. On cherche toujours à contourner les systèmes, même pour rien. Même pour des choses qui sont un peu banales. Vous voyez qu'ici, c'est la qualité qu'on veut. Oui, et c'est l'éducation. Il faut faire très attention avec ces secteurs. Les secteurs éducatifs, on ne doit pas prendre à la légère. Parce que si vous formez mal un jeune qui commence à 3 ans jusqu'à atteindre 18, 19 ans, et qu'il est mal formé, c'est très dangereux pour les pays. C'est très, très dangereux pour nous.
Donc ça, il faut déjà prendre des précautions en amont. Bon, il y a toujours des gens qui cherchent à contourner les systèmes comme ça, mais c'est aussi là où on tire aussi l'attention du ministère de bien verrouiller pour qu'il n'y ait pas des malins comme ça qui contournent les systèmes pour se satisfaire. Et ces enseignants qui voient leurs rêves peut-être être brisés parce qu'il y a concours, parce que quand il y a concours, il y a sélection de meilleurs. Est-ce que nous pouvons dire qu'ils peuvent continuer de rêver pour affronter si vraiment l'enseignement, c'est d'abord une passion. Si vous êtes passionné, vous allez tout mettre en œuvre pour acquérir des compétences, des qualités qui vous permettent d'exercer ces métiers, de faire cette profession. Parce que aujourd'hui, moi, je ne veux pas confier mon enfant à quelqu'un qui n'a pas les niveaux. Parce que si nous envoyons nos enfants à l'école, c'est vraiment pour qu'ils puissent être formés, pour qu'ils puissent apprendre quelque chose. On veut que demain, que les enfants servent à quelque chose pour la nation et pour la société en général. Justement. Alors, les gens qui sont censés les former, les encadrer, on ne doit pas prendre ça à la légère. Vous devrez avoir quand même des compétences requises. On ne prend pas comme ça n'importe qui pour encadrer un jeune, pour façonner quelqu'un qui sera demain président de la République, ministre ou mandataire, je ne sais pas moi quoi. Parce que tous on est passé par là, il y a toujours cette trace des enseignants, voilà. Vous étiez là, vous êtes passé par nos mains, nous avons carrément donné forme, mais généralement, vous semblez maintenant mépriser l'enseignant d'hier parce que vous n'êtes pas enseignant aujourd'hui. Et là, vous serez aussi en train de chuter. Comment trouvez-vous les 2 ans d'écart? Parce qu'il faut recruter après chaque 2 ans, recruter de nouveaux enseignants, parce que le besoin pour l'ensemble de la République démocratique du Congo est très immense. Oui, il faut dire que le besoin est énorme. Déjà avec la gratuité de l'enseignement, on a senti les écoles ont trouvé 80 élèves pour un maître de classe. Donc, le besoin, il est énorme. Oui. Il faut former tous ces jeunes et on ne peut pas aussi laisser la formation de nos jeunes à des gens inexpérimentés. Seulement parce qu'il a besoin d'un emploi et vous en faites un enseignant pour qu'il puisse toucher un peu d'argent. Non, il faut quelqu'un qui a cette passion, qui a ces compétences de former, d'encadrer un jeune jusqu'à ce qu'il puisse se développer. Donc, ce n'est pas discriminatoire, mais c'est ce qui devrait être fait. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits, nous sommes contents de savoir que désormais, un enseignant doit passer un concours et c'est lui qui mérite. On va lui confier nos enfants pour encadrer. Tous les 2 ans, c'est bon. En tout cas, Dieu merci, on a maintenant ce système qui est en train d'être instauré. Nous espérons que ça va continuer ainsi, que personne ne viendra plus perturber ce qui est en train d'être mis en place, parce que c'est vraiment pour l'avenir de nos enfants. Avant même les directs, on a discuté en vous disant qu'on a lancé le recrutement, les concours pour le recrutement des enseignants. C'est de vous. J'ai eu cette précision. Non, on n'a pas lancé. Ça existait. Oui. Et que c'était l'option pour intégrer la carrière d'enseignant. Tout à fait. Et à un moment, on ne sait pas pourquoi et comment c'est arrivé comme ça. Et le secteur de l'éducation nationale, il y a aussi le public, et il y a aussi le privé. Quelle proposition pour ces privés? Oui, c'est vrai, c'est certaines écoles qui veulent l'excellence et qui respectent l'autorité publique. Ils passent par un casting pour recruter les enseignants. Quelle proposition à ces écoles primaires, privées, qui doivent recruter les enseignants? Je crois que la norme, elle est partout. Parce que c'est vrai que c'est dans les secteurs publics. Mais je crois que même dans les secteurs privés, les enseignants sont évalués. Il y a des inspecteurs qui se déploient à un moment pour évaluer les niveaux de chaque enseignant, les compétences et tout. Les problèmes avec nous, c'est qu'on n'applique pas les lois que nous-mêmes nous avons élaborées et mises en place. C'est ça. Parce que à un moment, l'enseignant, c'est pas n'importe qui.
On savait aujourd'hui, pour être enseignant, il faut faire la pédagogie, il faut aller à l'IPM. L'humanité, oui, Et puis là, vous l'université pouvez maintenant concourir à devenir enseignant. Et dès que vous avez votre concours, vous pouvez être enseignant. Je crois qu'on doit trouver aussi une mesure pour l'enseignement des privés. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, quelqu'un qui se présente comme enseignant, candidat enseignant, doit avoir un document qui certifie qu'il a les compétences requises et qu'il est passé à un concours quelconque, qu'il soit dans le public ou les privés. Et là, ça nous garantit, nous, parents, d'envoyer nos enfants dans des écoles où on sait que la personne qui forme a des compétences requises. En tout cas, merci. Nous sommes arrivés à la fin, c'est parti très vite, nous ne nous sommes pas rendus compte. Merci d'avoir été là, amigo Sakasaka, avec l'espoir que nous allons encore partager ces plateaux très prochainement. Oui, je suis toujours là. En tout cas, merci. Merci également à vous, très chers téléspectateurs. Éduc Soir, c'est terminé. Nous allons nous retrouver très prochainement. Entre-temps, restez toujours fidèles sur nos programmes. Le meilleur du contenu, c'est chez nous. Au revoir.